Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché, chaque jour en direct sur Bismart, l'édition de la mi-journée à 12h30 et la grande édition du soir, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, juste une pause sur le marché européen, une légère pause sans retracement avec un CAC 40 qui se rapproche des 5600 points désormais. Le résumé complet de la séance, ce sera dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct, un marché dans son ensemble qui est prêt à clôturer un mois de novembre historique avec cette question qui se pose désormais. Est-ce que c'est déjà un mouvement qui approche de la fin ou est-ce que c'est un nouveau début, un nouveau cycle boursier qui s'ouvre? Et ce sera le sujet du débat de ce soir dans Planète Marché avec nos invités que je vous présenterai dans un instant. On notera une dégradation sur le marché du travail aux États-Unis avec ce rythme des inscriptions hebdomadaires au chômage, une remontée un peu plus importante que prévu. On le sentait déjà venir depuis quelques temps après avoir récupéré plus de 10 millions de jobs sur 20 millions détruits pendant la crise pandémique. On arrive à un moment un peu plus délicat pour le marché du travail américain. Ça tombe bien, Janet Yellen, économiste keynésienne, spécialiste du marché du travail, sera sans doute la prochaine secrétaire au Trésor américain. Et puis, focus thématique ce soir dans Smart Bourse, c'est le dernier quart d'heure, vous le savez, marché à thème à partir de 19h15. On s'intéressera à la santé des banques françaises notamment. Contrairement à la grande crise financière, à la crise des subprimes, le secteur bancaire dans son ensemble, en France en particulier, a plutôt été un outil qui a permis de gérer la crise à travers notamment la diffusion des PGE. On en parlera avec les équipes de Scope Ratings qui seront avec nous donc en direct à partir de 19h15. Une hausse timide, une pause, on va le dire comme ça, sur les marchés européens ce soir. Les infos clés du jour résumées par Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le CAC 40 clôture la journée en légère hausse au terme d'une séance hésitante. L'indice parisien gagne 0,23% à 5571 points. L'indice parisien qui marquait une pause depuis le début de la journée après la progression d'hier, notamment soutenue par la transition du pouvoir en douceur qui semble se dessiner aux États-Unis et la possible nomination de Janet Yellen au Trésor. Les investisseurs ont pu prendre connaissance dans l'après-midi de nombreuses statistiques américaines. Celles-ci apparaissent en demi-teinte. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté plus que prévu la semaine dernière à 778 000 contre 748 000 la semaine précédente. Des chiffres qui contrastent avec la progression des commandes de biens durables en octobre qui gagnent 1,3% contre les 0,9% estimés. Le PIB des États-Unis confirme quant à lui son rebond à 33,1% en rythme annualisé au troisième trimestre après la chute de 31,7% que le pays a connue au deuxième trimestre. Et en ce qui concerne les ménages, ils ont vu leurs revenus diminuer de 0,7% et leurs dépenses augmenter de 0,5% en octobre. Des chiffres qui traduisent un recul des revenus et une hausse des dépenses plus élevée que prévu. Autant de chiffres qui ont laissé les investisseurs dans l'hésitation qu'ils connaissaient depuis le début de la journée. Il n'en reste pas moins que ces mêmes investisseurs gardent en tête plusieurs bonnes nouvelles comme notamment les allègements des mesures de restriction dans plusieurs pays européens et notamment en France. Ces mêmes investisseurs qui accueillent favorablement la volonté de plusieurs gouvernements européens de lancer des campagnes de vaccination dès la fin du mois de décembre sous réserve évidemment d'une autorisation des autorités sanitaires. Dans le cas de la France plus précisément, Emmanuel Macron a détaillé un allègement des mesures de restriction en 3 étapes qui commencent dès ce samedi avec la réouverture des commerces, puis le 15 décembre avec la levée du confinement et la réouverture des lieux culturels et enfin la suppression du couvre-feu et la réouverture des salles de sport et des restaurants le 20 janvier si la situation montre toujours des signes d'amélioration. Du côté des valeurs, à présent à la Bourse de Paris, Accor annonce de son côté viser un EBITDA positif dès 2021 sous réserve que les gouvernements lèvent rapidement les restrictions liées au voyage et qu'il n'y ait pas de troisième confinement. Le groupe qui multiplie d'ailleurs en ce moment les acquisitions ou les rapprochements en Afrique ou au Royaume-Uni estime qu'il pourrait être lui aussi la cible d'acquéreurs étrangers.
Elior annonce de son côté prévoir une reprise progressive mais irrégulière de son activité après avoir publié des résultats en phase avec les attentes, tandis que Plastic Omnium relève ses objectifs au second semestre 2020 et anticipe désormais une marge opérationnelle supérieure à 5% contre les 4% prévus initialement. Soprasteria annonce de son côté que l'attaque informatique que le groupe a subie il y a quelques semaines aura un impact de 40 à 50 millions d'euros sur sa marge opérationnelle. L'attaque devrait cependant avoir peu d'impact sur l'activité commerciale du groupe au 4e trimestre. Et on finit avec Alstom qui va de son côté équiper la ville de Cologne qui vient de commander 64 trams au groupe français ainsi qu'à son homologue allemand. Un contrat à 636 millions d'euros dont 60%, à savoir un peu plus de 380 millions d'euros, concerne Alstom donc. Et on finit avec l'agenda de demain. Demain, Wall Street sera fermé. Les investisseurs devront donc se concentrer sur les nouvelles européennes. L'indice de confiance des consommateurs français et allemands seront publiés dans la matinée. Du côté des banques centrales, les investisseurs pourront prendre connaissance dès ce soir des minutes de la Fed, publiées à 20h, mais aussi demain du compte-rendu de politique monétaire de la BCE. Et côté entreprise, Rémi Cointreau publiera ses résultats du premier semestre. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart, depuis la salle de marché de Bourse Direct et dans les éditions Smart Bourse évidemment, à 12h30 à la mi-journée, le soir à 18h30. Bon, c'est le grand sujet du moment, évidemment, ce mois de novembre historique sur les marchés. La dynamique de marché a changé. Est-ce durable? Est-ce déjà la fin d'un mouvement? On en parle avec nos invités de Planète Marché ce soir. À mes côtés en plateau, Xavier de Buren, le directeur adjoint de la gestion d'Inocap Gestion. Bonsoir et bienvenue, Xavier. Bonsoir Grégoire. Étienne de Marsac, le responsable de la gestion Absolute Return de Sunny AM. Bonsoir Étienne. Bonsoir Merci Grégoire. d'être là. Et par téléphone, Xavier Patrolin nous accompagne pendant cette discussion. Bonsoir et bienvenue Xavier. Merci beaucoup d'être avec nous à distance. Vous êtes le président d'Albatros Capital. Xavier de Buren, je vous donne la parole déjà sur l'analyse de cette séquence historique sur le mois de novembre, cette rotation. Alors, je ne sais pas, il faut peut-être la définir, rotation value, cyclique, le rebond des mal-aimés. On l'appelle un peu comme on veut, mais on comprend quand même l'idée de ce qui s'est passé au mois de novembre. Quelle analyse est-ce que vous en faites et est-ce que c'est un game changer pour la suite? Je reprendrai l'image de l'élastique qui était extrêmement tendu, avec des divergences extrêmement fortes en termes de style. Vous en avez parlé, entre la croissance et la value. On avait atteint finalement des divergences et des extrêmes dignes de la crise financière, par exemple. Et on a surtout assisté à la levée des risques dans le marché. Il y avait au mois de novembre 2 craintes extrêmement fortes. La première, c'était évidemment de voir une élection américaine qui se passe mal. Alors ça a été levé avec la nomination à venir de Biden comme président des États-Unis, finalement avec une majorité qui n'est pas absolue. Donc c'est vraiment le scénario que le marché préfère. Et enfin, le deuxième point, je dirais le plus important, c'est évidemment la réponse sanitaire à la crise du Covid, avec l'annonce des résultats des essais cliniques extrêmement positifs, avec une efficacité de plus de 90%. Et ça, je dois dire, c'était les 2 éléments qui pesaient sur le marché et qui aujourd'hui sont complètement levés. Donc l'horizon s'est dégagé d'un seul coup, extrêmement rapidement, à l'espace d'une semaine. Et donc, on a eu, un phasage dans cette hausse où, la première journée et les 4-5 premiers jours de ce rebond, où ce sont des rachats de short qui ont évidemment amplifié la tendance. Qu'il est vrai qu'entre le moment où il y a eu l'annonce de l'efficacité du premier vaccin, en l'espace de 5 minutes, il y a des titres qui étaient en hausse de 20, 30, 40%. Tout le monde c'était l'heure du déjeuner. Personne, je dirais, n'a pu vraiment y participer, mais ça a continué. Et puis, le temps que les choses se normalisent un petit peu, il y a une rotation fondamentale des portefeuilles qui s'est mis en place. Faut peut-être rentrer effectivement un peu dans cette technique de marché que vous évoquez, Xavier. Pourquoi c'est allé aussi vite? Est-ce que ça va trop vite? Techniquement, est-ce que tous les investisseurs là ont déjà réarbitré leur position? Est-ce que tout le monde a acheté ce qui monte aujourd'hui en intégrant le scénario
assez rose finalement là qu'on est en train d'imaginer pour 2021, ou est-ce qu'il reste justement des gens pessimistes dans le marché? C'est toujours très compliqué à quantifier, mais c'est toujours quand même très important de savoir ce que font les autres autour de vous. Bien entendu. Alors pour faire un marché, il faut des gens qui sont pessimistes et des gens qui sont optimistes. Oui. C'est déjà le premier point. Après, je dirais par rapport on arrive à un niveau d'euphorie ou pas là aujourd'hui? Quand vous regardez les éléments techniques, on peut se dire que le marché est peut-être suracheté. Quand vous regardez les RSI, on va pas rentrer en détail là-dessus, mais vous avez un certain nombre de choses qui vous disent qu'effectivement, on a été extrêmement vite et qu'il est normal que dans les jours qui viennent, on puisse souffler un petit peu. Maintenant, d'un point de vue fondamental, pour répondre à votre question sur le fait est-ce que les gens se sont tous réinvestis, vous comprenez bien que tout le monde n'a pas le même temps de réaction. Il y a des gens qui sont obligés de passer dans des comités d'investissement pour pouvoir dire c'est le moment de réallouer. Il y en a d'autres qui ont cette possibilité d'arbitrer de façon extrêmement rapide via des ordinateurs ou ce que vous voulez. Donc tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que tout le monde n'est pas rentré dans le marché. Je dirais que vous avez des gestions dites classiques qui n'ont pas profité du rebond de mars, donc qui n'était pas dans le marché, qui guettait la possibilité de se dire au prochain coup de secousse, j'attends un retracement, j'attends une correction, je vais me réinvestir, et puis hop, là le marché est parti sans eux. Alors quand vous regardez aussi la nature des secteurs qui ont vraiment explosé à la hausse, c'était évidemment tous ces secteurs qui étaient à la traîne depuis des années, le secteur bancaire, le secteur de l'énergie, le secteur des matériaux, des matières premières, des mines, le secteur automobile notamment. Quand vous êtes un investisseur, je dirais long terme et fondamental, c'est difficile de vous dire. C'est des secteurs que vous n'aviez pas, ou très peu. Pour des raisons, je dirais fondamentales, où certains peuvent qualifier que les fondamentaux de ces secteurs sont peut-être pas investissables en l'état, qu'il y a des problèmes de dette, qu'il y a des problèmes de critères ESG pour l'énergie notamment, des problèmes structurels au niveau bancaire où vous n'avez pas de croissance, etc. Donc vous vous retrouvez à un moment où tous ces secteurs sont retracés. Alors c'est un retour à la moyenne, puisqu'on avait, comme je le disais au départ, on avait exagéré à la baisse. C'est des secteurs dont la valorisation n'était plus justifiable. Vous avez beau chercher, vous ne pouviez plus justifier des niveaux de valorisation comme ça. Donc vous avez ce retour à la moyenne. C'est pour ça que je reprenais l'image de l'élastique. Voilà. Donc maintenant, il faut que les gens puissent se poser, réfléchir sur est-ce que je dois aller me réinvestir sur ces secteurs sur lesquels j'ai sans doute pas investi ces derniers semestres. On verra si ça continue ou pas, mais en tout cas, on peut se dire ça continuera pas au même rythme. Ça va pas se passer, on va pas aligner une succession de semaines ou de mois comme ce qu'on a vécu là ces derniers temps. Je nous le souhaite, mais ça paraît quand même. On veut pas insulter l'avenir. Ça paraît quand même difficile, mais vous avez beaucoup de relais aujourd'hui, je pense, à venir dans le marché, notamment sur les attentes du consensus, qui sont complètement un peu désorienté, pris de court, pour pas dire à la rue. Mais il faut dire que l'année 2020 a été un exercice extrêmement difficile pour faire des prévisions quant à la croissance des sociétés, quant à leur profitabilité. Aujourd'hui, on a cet horizon qui s'éclaircit, donc on va vers une normalisation de l'économie, vers une normalisation des marchés, et donc, je dirais, une normalisation du consensus. Et je regardais ça aujourd'hui, j'ai jamais vu autant de valeurs sur lesquelles le consensus est à conserver ou à la vente. Et quand vous dites que 2021, on a des planètes quand même, on a de quoi être extrêmement positif pour la poursuite des marchés, on devrait normalement, assez rapidement, avoir une vague de révision positive des bénéfices par action attendus pour l'année 2021. Bon. Vos commentaires, vos réactions, qu'est-ce qu'on peut ajouter à l'analyse, Étienne de Marsac? Est-ce que vous partagez déjà l'état d'esprit qui est développé par Xavier de Buren? Est-ce que c'est un early cycle bull market, comme on dit dans le jargon anglo-saxon, c'est le début d'un nouveau cycle boursier? Quand bien même on est déjà quand même sur des plus hauts historiques, quand on prend les grands indices boursiers mondiaux, ou est-ce que c'est une fin de mouvement d'une année très atypique?
Je crois qu'on est au début d'un mouvement tel qu'il y en a une fois tous les 10 ans, c'est-à-dire une grande impulsion haussière des actifs risqués, quels qu'ils soient, probablement plus en Asie d'ailleurs qu'en Europe ou aux États-Unis, mais c'est très sensible quand on voit les flux et leur orientation. C'est essentiellement l'Asie du Sud-Est qui bénéficie de la réallocation de capitaux aujourd'hui. Donc pour revenir à votre question, en effet, possiblement alignement parfait des planètes sur tous les plans. C'est quoi quelles sont les planètes alignées alors justement Exactement. C'est vraiment la question qu'on peut se poser. Donc on a un alignement d'un point de vue structurel et un autre alignement d'un point de vue un peu plus conjoncturel. Le structurel, qu'est-ce que c'est ? C'est que les banques centrales ont décidé de casser les cycles économiques, qu'il n'y aurait plus de phases de hausse et de phases de baisse, mais que des phases de hausse, et que dès l'instant où des phases de baisse se présenteraient, eh bien elles seraient là pour nous soutenir. C'est ni plus ou moins que les conséquences en fait de le ciblage de l'inflation en moyenne. Donc les banques centrales ont changé d'objectif. L'objectif, c'est plus de manière symétrique de lutter contre l'inflation ou de la promouvoir, mais ça n'est que de la promouvoir. Et on sait qu'un banquier central, malheureusement, il n'a pas beaucoup d'autres armes que celle de promouvoir la reflation des prix. Donc d'agir directement sur la sphère financière. Un banquier central, ça ne crée pas de croissance, ça crée la hausse des prix. Et comment ça crée la hausse des prix ? Eh bien, en mettant les taux réels négatifs, donc en maintenant des taux d'intérêt très bas et en essayant de pousser les anticipations d'inflation pour que l'épargnant moyen soit euthanasié, selon l'expression de Keynes à l'époque, et poussé donc vers les actifs risqués. Et donc, vous me posiez la question, mais est-ce qu'il faut se battre ou est-ce qu'il y a de quoi être peut-être un petit peu moins optimiste que le consensus ? Si vous n'êtes pas optimiste tout de suite, c'est que vous ne croyez pas dans le succès des banques centrales à reflater la sphère financière. Donc d'un point de vue structurel, les cycles économiques et donc les cycles financiers sont amenés à disparaître. Donc on a devant un TGV de hausse de prix, alors qui peut subir quelques à-coups par moment. On en a déjà eu, par exemple, souvenons-nous, en 2015, brutal effacement ou remontée des taux d'intérêt de 100 points de base dans un grand moment d'illiquidité, provoquant une consolidation des actifs risqués. Ça peut se produire. Je crois vraiment que... Il y a des fragilités toujours dans ce marché. Vous l'aviez exprimé la dernière fois. Exactement. C'est-à-dire que le prix de cette assurance des banquiers centraux, ça se fait au prix de la fragilité. Donc l'assurance que les banquiers centraux seront toujours là pour nous sauver se fait au prix d'une certaine fragilité qu'il va falloir accepter. Donc lesquelles, par exemple, eh bien, des entreprises qui auraient dû décéder depuis longtemps, extrêmement leveragées, avec des taux d'endettement qui sont trop élevés, en principe auraient dû disparaître pendant cette crise du Covid, donc notamment dans le domaine du transport, par exemple, ou dans le domaine de l'aérien. Eh bien, ces entreprises-là, on les soutient. Et donc, si on les soutient, ça veut dire que quelque part, on nationalise le risque. Si le risque est nationalisé, c'est donc qu'il disparaît. S'il n'y a plus de risque, les prix peuvent monter à l'infini. Non, mais voilà, c'est vraiment une explication. On extrapole un peu, mais c'est l'idée du moment. C'est l'idée qu'on a. Et je crois également que les marchés, alors même s'ils ont tendance à regarder vers l'avant et voient de la croissance, bien sûr, le FMI annonce de manière assez comme en mathématiques que la croissance mondiale sera de l'ordre de 5%, peut-être 4% dans les pays développés, 6% dans l'Amérique latine et l'Asie. Donc on a des raisons finalement de croire en des choses un peu logiques. Mais le vrai sujet, il n'est pas tellement devant nous, il est plutôt derrière nous. C'est-à-dire que tous les risques qui s'étaient accumulés et qu'on le voyait, qui bridaient l'investissement, le risque politique, le risque Trump, le risque d'un tweet fracassant à tout moment, le risque de volatilité, le risque de dépréciation brutale des devises, tous ces risques-là, ou celui de ne jamais trouver une réponse à la pandémie, eh bien, tous ces risques-là ont disparu. Sur les États-Unis, la dernière fois que vous étiez venu, Étienne, vous nous disiez les États-Unis sont en train de prendre structurellement la voie le chemin d'un pays émergent. Oui. On ne va pas refaire le débat là-dessus, mais est-ce que de ce point de vue-là, les choses se sont normalisées avec le schéma politique qui se dessine à Washington ? Non. Non, d'accord. Il y a toujours des risques sur la devise américaine, bien sûr. Et je pense que c'est un chemin de long terme. On mettra du temps, effectivement, à s'en rendre compte. Et c'est pas une élection qui change cette route-là, selon vous ? D'autant plus que cette élection, finalement, s'est jouée à quelques milliers de voix, que Trump a bénéficié de plus de voix qu'il y a 4 ans, et que donc les États-Unis sont toujours aussi polarisés de manière sociale, et que s'il y a bien un sujet transversal, c'est celui de la fin de la délocalisation et, pour faire simple, de la réindustrialisation de la Rust Belt. Voilà. Ouais.
Ce sujet-là, il est transversal, il n'est pas terminé. Xavier Patrolin, avec nous par téléphone, je le rappelle, le président d'Albatros Capital. Vos commentaires, vos réactions, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce mouvement du mois de novembre, Xavier? Et bon, c'est le débat qu'on a avec vous depuis longtemps, mais est-ce que c'est le début d'un nouveau cycle boursier? C'est la question qu'on se pose ce soir. Je connais votre sentiment, mais je vous laisse peut-être exprimer vos remarques, Xavier. Alors, moi, je pense qu'on est dans un marché baissier depuis 12 à 18 mois, qui est contré pour l'instant par essentiellement les banques centrales, et puis il faut le reconnaître, j'y reviendrai après, les nouvelles qu'on a eues au début du mois de novembre, notamment du point de vue sanitaire et vaccinal. Le rebond sur le mois de novembre est pas exceptionnel, parce que si on décompose les variations sur le simple indice parisien, il a connu 3 séquences de hausse depuis le 18 mars, et les 3 séquences de hausse dont celle de novembre ont à peu près toute la même amplitude, ont une amplitude d'une vingtaine de %. Il y en a une sur la deuxième quinzaine de mars, après les décisions de la BCE. Il y en a une deuxième après les décisions Merkel-Macron fin mai, début juin. Ouais. Et la troisième à laquelle nous avons assisté depuis début novembre. Là, ce qui est effectivement caractéristique du point de vue sectoriel, c'est que le purgatoire a connu une phase de révélation. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les deux informations majeures que sont l'élection américaine et surtout les nouvelles sur les vaccins ont complètement invalidé, en tout cas partiellement invalidé, toutes les stratégies de contraction bilancielle, parce que les positions short, elles n'étaient pas montées short net contre les actions, elles étaient montées short net contre les bilans. Donc c'était un arbitrage entre des créances obligataires sur les corporates et le marché equity. Et ces positions étaient non tenables à partir du moment où vous, avec les perspectives vaccinales, vous invalidiez l'hypothèse que 2021 et 2022 allaient être des années de léthargie économique. Puisqu'on peut supposer qu'avec l'annonce vaccinale, on pourra toucher une immunité collective fin 2021, début 2022, donc on peut espérer un sentier de croissance moins chaotique. À partir de ce moment-là, vous ouvrez une boîte de Pandore, une nouvelle espérance pour toute une série de secteurs, notamment ceux qui sont dépendants des interactions sociales non digitales. Vous leur donnez une petite perspective, et cette petite perspective, c'est une translation, c'est un processus de saut, et qui donne lieu à ces variations, à ces débouclements. Mais ça n'a pas été pour moi, c'est pas une reprise value au sens classique du terme, où on atteint des seuils de valorisation qui font que des investisseurs conventionnels, sur des perspectives de moyen terme, c'est-à-dire plusieurs années, décident de prendre un ticket sur ces valorisations. Vous prenez le plus grand investisseur value qui existe aujourd'hui, c'est Warren Buffett. À ma connaissance, il dispose toujours, malgré le syndrome TINA, d'à peu près 150 milliards de cash qu'il se refuse à ce stade d'investir. C'est donc selon ces critères à lui, le contexte actuel n'est absolument pas favorable à l'investissement. Pourquoi ? Parce que si vous regardez les métriques de valorisation, quels que soient les marchés equity, et je me contenterai du marché français, à la fin mars, c'est-à-dire au moment du premier rebond sur le marché français, vous étiez à un décile de valorisation sur les déciles que je prends, c'est sur un historique d'une trentaine d'années, vous étiez globalement sur le 50e décile, c'est-à-dire vous avez 50-50. Pour que vous soyez sur le début d'un bull market en termes de valorisation, il faudrait que vous ayez des déciles de valorisation qui soient entre 15 et 20%. Ça n'est jamais le cas. Aujourd'hui, vous êtes sur le marché, que ce soit les années 2020, 2021, 2022, vous êtes sur des déciles de valorisation entre 80 et 75%. Donc, pour un investisseur long terme qui est capable de révéler la valeur sur des titres qui sont décotés, il lui faut un cycle de valorisation qui soit beaucoup plus ample. Donc les conditions à ce stade ne sont pas réunies. Après, tu pourras m'interroger sur pourquoi je considère qu'on est sur simplement un killer rallye. Voilà. Oui, non, mais je vous laisse poursuivre, Xavier. Oui, pourquoi effectivement, alors je comprends l'idée de la valorisation qui est pas suffisamment tombé bas selon vous pour que ce soit fondamentalement le début d'un nouveau cycle boursier. Si c'est un killer rallye, qu'est-ce qui peut se passer ensuite, Xavier ?
Moi, ce qui me singulariserait probablement par rapport à mes deux autres congénères ou deux autres interlocuteurs, c'est qu'en toute amitié, je ne crois pas à la position démiurgique des banques centrales. Alors ça, c'est un point clé. Ça, c'est un point clé. C'est-à-dire, l'axiome de départ, c'est où on accorde aux banques centrales cette capacité d'avoir une position démiurgique et de construire, c'est-à-dire de fabriquer les primes de risque, et donc à ce moment-là, de forcer la circulation de la monnaie, et de dire que de toute façon, ils gagneront. Donc c'est le fameux axiome « don't fight the Fed », ne te bats pas contre la Fed ni les autres banques centrales. Ils ont les poches profondes, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils sont beaucoup plus forts que toi. Moi, mon sentiment, c'est qu'ils sont au bout du rouleau et que les marchés, pour l'instant, continuent à jouer la partie, mais la partie, il faut bien que les marchés se rendent compte qu'on est dans une situation qui est celle des années 30. Je parle de 1930. Et celle des années 30, c'est d'abord, c'est une crise c'est une crise sanitaire qui se transforme en crise économique, qui va basculer dans une crise sociale et qui va terminer dans une crise financière. Et ça, c'est pour les prochains trimestres. Vous n'imaginez pas, Xavier, parce que le parler avec les années 30, je crois que Bruno Le Maire, au tout début de la crise pandémique, a fait ce parallèle qu'on a très peu repris depuis. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est une crise pandémique, sanitaire, qu'à partir du moment où on a un vaccin, il y a quand même l'idée d'une normalisation plus ou moins rapide de l'économie, avec des dommages plus ou moins structurels derrière, bien sûr, mais que c'est pas 80% de l'économie qui est en dépression aujourd'hui, Xavier. Pardon ? Je dis aujourd'hui, c'est pas 80% de l'économie qui est en dépression. Alors, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que 80% de l'économie était en dépression. Je dis simplement que la dépression va se matérialiser dans les comportements économiques de l'ensemble des agents. Et pas uniquement des particuliers, pas uniquement des personnes physiques, des entreprises elles-mêmes. Vous ne croyez pas à la reprise post-vaccin Vous ne croyez pas que tu vas avoir des défauts, tu vas avoir des recapitalisations nécessaires. On abordera dans le cours de l'émission après le sujet Accor. On comprend bien qu'Accor n'a plus de perspective alone, si j'ose dire. Sa perspective de moyen terme, c'est un adossement, c'est de se faire racheter. Oui, c'est groupe Accor, évidemment, avec une interview de Bazin, du CEO aujourd'hui dans Le Monde, alors qui livre un peu ses perspectives, effectivement, et qui a des actionnaires chinois déjà depuis un moment au capital. Je repars sur un tour de table. Xavier de Buren, chez InnoCap Gestion. Moi, je reviens aussi un peu à la manière dont le marché a fonctionné dans ce rallye, killer rallye ou nouveau cycle bull. On verra, l'avenir nous le dira, mais on s'est beaucoup focalisé sur les large caps, effectivement. Vous êtes spécialiste chez InnoCap des entreprises de plus petite taille, petites et moyennes capitalisations boursières. Là aussi, est-ce que le rallye a emporté également toute cette partie de la cote, bien plus importante même, j'ai envie de dire, que les 40 valeurs du CAC 40, par exemple? Ah oui, c'est très clair. Alors, je pense que là, on est rentré aussi dans un moment où enfin le stock picking et la gestion active va prendre le pas sur la gestion passive. Ouais. Ça, c'est un point qui me semble extrêmement important. On commence déjà à le voir sur les flux qui commencent à se réinvestir sur les actions et la gestion active. Ça, c'est un point important. Et enfin, c'est toujours ce que je dis, c'est cet élastique où on avait quand même beaucoup exagéré en termes de valorisation et de performance négative et de sous-performance du segment des petites et des moyennes capitalisations par rapport aux très grandes capitalisations, où il y avait un écart qu'on n'avait jamais vu et qui ne se justifiait plus. Et c'est pour ça que ça me permet de rebondir sur ce que disait Xavier par rapport aux valorisations du CAC notamment. Je pense qu'il ne faut pas regarder la valorisation intrinsèque du CAC. Quand vous regardez les composants qu'il y a là-dedans, on parle, j'aime bien parler de cette divergence parce qu'il faut quand même l'avoir en tête, c'est qu'on a tout en haut des valorisations jamais atteintes sur les plus grandes... Il y a Hermès et Société Générale, quoi. Exactement. Donc il faut aussi retraiter tout ça et prendre ça segment par segment parce que vous ne pouvez pas... alors, s'il y a un retour à la moyenne, normalement, on va retrouver au milieu et on devrait s'équilibrer. Ça, c'est sûr. Donc, il faut faire quand même très attention quand on parle globalement des valorisations. Maintenant, sur le segment des petites et des moyennes capitalisations, on voit bien qu'on a un retour
extrêmement fort en termes de performance sur un certain nombre de dossiers. Ouais. Et notamment sur des dossiers qui jouent la réouverture des économies. Alors, quelques exemples, si on peut incarner justement, là, si on est positif sur l'idée de la réouverture des économies, de la normalisation, c'est quoi les dossiers qui fonctionnent ? Quel type de dossier on a envie d'avoir en portefeuille ? Je vais vous donner un exemple qu'on aime beaucoup chez InnoCap, qui est une de nos principales convictions dans le fonds, notamment Quadrige Europe, c'est Kinépolis. Kinépolis, qui est le leader européen des exploitations de cinéma. Si je dis pas de bêtises. C'est un titre qui a repris 70%. Voilà, parce que les gens se sont rendus compte que cette société familiale qui est leader avait les reins solides pour tenir dans un lockdown complet pendant 11 mois. Et hop, il suffit d'un vaccin pour se dire, mais finalement, c'est peut-être trompé. Il y avait là aussi beaucoup d'intérêts short, 13% de la capitalisation. Alors, retraité sur le flottant, ça fait quasiment 25% qui était sous une emprise des shorts. Et donc, vous voyez bien qu'il suffit d'une nouvelle pour gommer ces exagérations. Alors, il y a l'idée de la normalisation. Derrière, est-ce qu'on se projette jusqu'à dire on retournera au cinéma comme avant, on reprendra l'avion comme avant, on retournera à l'hôtel comme avant jusqu'où on va dans cette idée de la normalisation? C'est pour ça que je trouve que ces secteurs du loisir, du tourisme sont très intéressants. Banque, pétrole et gaz, voilà, c'est peut-être à mettre à part. Mais c'est sûr, mais regardez, moi j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir sortir de chez moi pour aller au cinéma. Donc voilà, après la question fondamentale sur le secteur de l'hôtellerie, etc., c'est sûr qu'on va avoir des changements de consommation, des changements d'attitude. Dans l'aérien, les industriels ou les compagnies n'ont pas l'air de nous dire que même avec un vaccin, ça repartira comme avant. Bien entendu, mais l'aérien, c'est ce que Étienne disait tout à l'heure. Il faut que le marché se rationalise, c'est-à-dire que les compagnies, il y a aujourd'hui plus de 50 compagnies dans le monde qui ont moins de 50 avions qui sont portés à bout de bras par les gouvernements. Ça, il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Donc, je pense que cette crise a mis le doigt aussi sur un certain nombre de failles dans un grand nombre de secteurs, et ces entreprises qui étaient un peu subventionnées, qui profitaient aussi de l'accès au crédit extrêmement facile, des conditions de financement extrêmement favorables. Quand vous voyez les rémunérations du high yield, je pense que ça illustre cela, et que, au contraire, nous on reste convaincus que cette crise va confirmer le leadership des bonnes entreprises. Et il y aura donc aussi, en parallèle de ça, leadership confirmé pour les meilleurs, mais une phase d'élimination pour les plus faibles. Parce que pour l'instant, on a essayé d'éviter cette phase d'élimination, de sortie du business pour un grand nombre d'entreprises. Elle se fera sans doute à la marge. Et ces entreprises qui vont disparaître dans la crise, elles allaient mal avant. D'ailleurs, le discours de Bruno Le Maire a été très clair là-dessus. Et la question, c'était pas de sauver des entreprises qui allaient déjà mal. C'est d'aider les entreprises qui font vivre l'économie française, qui sont en bonne santé et sur lesquelles on va les aider à passer ça. Mais il n'était pas question dans les PGE, par exemple, ça ne concernait pas les entreprises qui étaient déjà en mauvais état. Ouais. Étienne de Marsac, alors c'est quoi les key calls, les convictions là, que vous portez dans le fonds Absolute Return de Sony AM? Je sais pas, des positions très tactiques, des positions plus stratégiques peut-être pour 2021. Comment est-ce que vous réfléchissez là en termes de stratégie d'investissement? Alors les thèmes qu'on défend depuis à peu près le mois de juin, c'est celui qui a été très bien exposé, pardon pour ce lapsus, qui est la normalisation du quotidien. Donc la normalisation de la vie quotidienne qui se traduit par une normalisation des marchés financiers, une normalisation de l'évaluation et de cet écart de valeur entre la value, le secteur cyclique et puis le secteur de la croissance séculaire. Donc la normalisation du quotidien, ça veut dire forcément un portefeuille qui est plutôt réinvesti sur les valeurs du tourisme, par exemple, sur certaines compagnies aériennes qui ont tiré leur épingle du jeu. On peut penser par exemple à EasyJet, qui a continué à opérer en fait à peu près normalement pendant cette période du Covid et qui offre une dette avec des rendements intéressants et des ratios financiers qui ne sont pas trop dégradés. D'un point de vue un peu plus macroéconomique, donc la normalisation qui se traduit également par une reflation des prix. Donc on joue la reflation par la pontification tout simplement de la courbe des taux d'intérêt. Donc on anticipe sous le joug des emprunts
important des trésors, qu'ils soient européens, américains, devant financer les plans de relance, eh bien, des pressions quand même un peu haussières sur les taux à moyen terme. Ça ira pas très loin. Oui, mais, parce que les banques centrales sont là. C'était quand même le point de départ. Mais on parle de quelques BP, et quelques BP avec de l'effet de levier, ça permet quand même de gagner de l'argent. Les matières premières, bien sûr, qu'elles soient industrielles ou bien les métaux précieux, ont leur rôle à jouer dans une allocation aujourd'hui, évidemment tirée par la croissance en Asie. Et puis enfin, pour ceux qui sont plus spécialisés, mais c'est moins ma partie, le secteur de la bio, la pharmacie, l'économie verte, le green. Tout ça sont des choses qu'on regarde éventuellement sous la forme d'ETF, mais en étant moins stock picker. Ouais. Et les banques, là, ni l'un ni l'autre ne m'avait parlé des banques. C'est pourtant l'emblème quand même de ce rally value. Ce qui est intéressant par rapport aux taux, alors effectivement, on peut voir que les taux commencent légèrement à remonter. Faut regarder de l'autre côté, c'est qu'on ne baissera plus. Sur les taux, il est très clair. En tout cas, le risque de voir des taux négatifs qui s'enfoncent encore un peu plus, ça, je dirais que c'est un élément qu'on n'est pas prêt, selon nous, de revoir, ce qui est un élément favorable, entre guillemets. D'accord, si les taux ne montent pas, c'est une moindre peine pour le secteur On réduit bancaire. la probabilité de voir les taux reculer en dessous des points très bas qu'on a déjà vus, et donc déjà rien que ça, c'est un soulagement. Exactement, et puis le secteur bancaire avait atteint un niveau de valorisation historiquement injustifiable. Donc vous avez vu les publications du troisième trimestre qui ont montré des résultats qui étaient loin d'être catastrophiques, hein, une profitabilité qui était résiliente. Il y a évidemment ce sujet sur les dividendes du secteur bancaire. Hein. Vous savez que la Banque centrale, au mois de mars, a dit vous ne distribuerez pas vos dividendes en mai. Et puis en juillet, ils ont dit cette interdiction sera valable jusqu'à la fin de l'année 2020. Et pour la prochaine réunion de la BCE début décembre, ils devraient statuer sur une reprise ou pas du versement des dividendes par les banques. Mais je dirais que c'est pas tellement... c'est un sujet évidemment favorable, mais il y a d'autres choses. Ils ont aujourd'hui un buffer en capital qui est extrêmement important, 450 points de base de buffer sur l'ensemble du secteur bancaire européen. Vous avez la baisse de la prime de risque, mine de rien. Hein. Ça, c'est quand même un élément qui joue favorablement pour la valorisation des banques. Et puis, vous avez aussi la baisse du coût du risque. Hein. On parlait de la normalisation des économies. Aujourd'hui, le coût du risque sur le secteur bancaire est, je dirais, encore trop de 100 à 150 points de base par rapport à un environnement normatif. Et rien que ça, si vous avez cette baisse du coût du risque, c'est au moins 20 ou 25% d'upside sans rien faire, entre guillemets, pour le secteur bancaire. 2000 milliards de capitaux propres libérés par la BCE au travers de la suspension de certaines réglementations européennes qui viennent pénaliser ou charger les coûts en capitaux propres des banques. Donc la diminution ce qu'on appelle Common Equity Tier 1, du taux, si vous voulez, de buffer obligatoire pour les banques permet en fait de libérer à peu près 2000 milliards d'euros de capitaux qui vont servir au secteur bancaire pour absorber les pertes du Covid. Donc en fait, on a quand même des raisons tangibles de croire dans le succès des banques centrales, même si ce n'est pas tout à fait partagé par Xavier. Mais il faut quand même voir que il faut que Xavier Patrolin soit là. La Fed, la BCE, la Banque du Canada, la BOJ, etc. a mis en place en 6 mois ce qu'elles avaient mis en place en 6 ans. Donc elles se sont montrées extrêmement réactives et cette réactivité a montré son efficacité. La perte de confiance dans les banques centrales, c'est un sujet qui n'est pas nouveau, qui prend une dimension nouvelle évidemment avec l'ampleur des réactions aujourd'hui des banques centrales, mais vous dites que ce n'est pas pour tout de suite. Non, et puis surtout que M. Powell va bientôt partir. Donc on va pouvoir retrouver une certaine... Dans 2 ans, dans 2 ans, avec probablement Brennard. Vous voulez le voir partir ? On ne peut pas dire que son mandat, même si dernièrement il a montré une plus grande, mais je ne crois pas que ce soit totalement à créditer sur sa personne à lui, mais on peut dire que le démarrage de son mandat a été assez perturbant pour les marchés financiers. Mais il est allé plein pot là quand même. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est Est-ce que Yellen aurait fait différemment voilà, la nomination de Yellen au Trésor, et puis ensuite probablement, donc qui est une économiste qui rassure les marchés, dont le mari a été lauréat d'économie, prix Nobel d'économie. Prix Nobel, exactement, contre ou en remplacement. C'est pas son mari.
Henry qui sera... Ils peuvent discuter le soir. Mais en remplacement de Monsieur Powell, qui est un avocat, en fait, voilà, c'est pas tout à fait les mêmes profils. Et on a une personne qui, comme vous le rappeliez tout à l'heure, va se mettre à parler doucement à l'oreille des marchés financiers. C'est un signal fort quand même, la nomination d'Yellen au Trésor. La symbolique est énorme. Et juste à côté, derrière, vous avez Elizabeth Warren qui s'adresse à Yellen pour la féliciter. D'accord. Voilà. Mais vous dites c'est la symbolique parce que le poste, autant à la Fed, une forme d'indépendance, mais autant au Trésor, elle est quand même très dépendante de l'argent que le Congrès est disposé à lui allouer. Donc c'est plus tout à fait la même histoire. Ça reste du domaine du symbole, la nomination d'Yellen, ou c'est un vrai... De toute façon, on est rentré, si vous voulez, dans un environnement d'effacement des frontières entre Banque centrale et Agence du Trésor. Les deux travaillent désormais de manière concomitante et sont partenaires. Bon. Donc là, je trouve que... Ça accrédite cette idée-là. Exactement. On va avoir beaucoup moins d'aspérité dans les relations, telles qu'on les a vues récemment entre M. Mnuchin et la Fed, qui retire de l'argent qui était déposé sur les comptes de la Banque centrale. Donc, de ce point de vue-là, on a quand même une meilleure visibilité. Xavier Patrolin, je vous laisse la parole. Il nous reste 5-6 minutes pour conclure avec vous. Alors, si vous voulez reprendre, redire un mot sur les banques centrales avec Yellen au Trésor aujourd'hui, est-ce que ça accrédite l'idée quand même? Et le marché semble y croire et faire encore confiance aux banques centrales à ce stade, qu'on a une fusion du Trésor américain avec la Fed qui peut advenir dans les prochaines années. Et puis sur Accor, je veux bien qu'on en dise un mot, effectivement. Vous avez évoqué le sujet, il y avait l'interview de Sébastien Bazin dans Le Monde. Je veux bien qu'on en redise un mot avec vous, Xavier. Oui, moi sur les banques centrales, je les écoute, même si je ne crois pas à leur capacité d'énergie, et notamment la Banque centrale européenne. Et je fais juste une petite aparté sur la thématique sectorielle concernant les banques. La Banque centrale a produit sa revue de stabilité, sa revue semestrielle de stabilité financière, et il y a une mise en garde qui est extrêmement claire de la BCE, donc je renvoie vos interlocuteurs à la lecture de ce rapport, où la Banque centrale européenne met en garde l'ensemble des banques commerciales de la zone euro sur le rallye et sur la surévaluation des actifs, en rappelant que les risques de créances douteuses allaient croître sur l'année 2021. Donc je pense qu'on n'a aucune surprise à attendre au cours de la prochaine conférence de presse de Christine Lagarde. Elle n'annoncera évidemment pas la suppression de la suspension des dividendes. Puisque de son point de vue, du point de vue de la Banque centrale européenne, les fameux buffers de fonds propres ne sont peut-être pas encore suffisants pour faire face aux risques de créances douteuses auxquels vont être confrontées les banques commerciales européennes sur l'année 2021. C'est pas un call évident encore de prédire la fin de l'interdiction du versement des dividendes bancaires. Ouais, très bien. Oui, absolument. Ouais. Donc ça, je pense qu'on peut croire au Père Noël, c'est la période des tropiques. Oui, c'est la période, oui. S'y prête, mais je je mettrai ma main au feu, mais en tout cas, je suis prêt à parier je ne sais pas, un bon repas là-dessus. Très bien. En plus, on continuera de parler des banques pour ceux qui nous suivent à partir de 19h15 avec, je le disais, les équipes de Scope Ratings. Sur Accor, il nous reste 3 minutes. Xavier, c'est très intéressant. Bien sûr. Et c'est au fond un peu emblématique de ce qui va toucher un certain nombre de secteurs qui sont probablement dans une phase de consolidation. Accor est confronté à une situation que le conseil d'administration d'Accor ne peut pas gérer dans la situation actuelle de son bilan. De deux choses une, où il procède à une très grosse augmentation de capital pour supporter le retour à meilleure fortune d'ici 3-4 années, le repositionnement de son offre commerciale, ou il cherche à plutôt consolider, à participer à la consolidation du secteur, et vu sa fragilisation, il est plutôt une proie qu'un prédateur. Et donc, moi, j'ai trouvé très intéressant de l'observation que faisait M. Bazin dans un interview ce matin, où il explicitait de manière extrêmement claire le fait qu'il était ouvert à en tout cas que Accor était forcément un candidat à la consolidation et du côté des proies. Ouais. Et on représente de la valeur, on peut être très facilement intégré par des groupes étrangers. C'est ce qu'il dit en substance, c'est ça, Xavier? Exactement, il y a, en tant qu'investisseur, mais évidemment, on joue un peu à la loterie, il y a une réserve de revalorisation. Puisque clairement, ça serait une consolidation avec un intervenant industriel qui viendrait mettre un prix bien supérieur au cours de bourse actuel, parce que lui est dans une dynamique industrielle de rationalisation de l'offre
de positionnement à l'échelle mondiale. Et donc, il a un horizon d'investissement qui est autrement supérieur au Gnome que nous sommes. Et donc, à partir de ce moment-là, il est prêt à mettre un prix plus élevé. Donc, on peut, de ce point de vue-là, peut-être jouer la partie. Un mot là-dessus, Xavier de Buren, vous êtes spécialiste des valeurs françaises, là, sur Accor, l'avenir d'Accor. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec le point de vue de Xavier. Nous, on continue de privilégier des entreprises qui ont des barrières à l'entrée extrêmement fortes et qui ont ce pouvoir de se distinguer par rapport aux autres. Et je dois dire qu'en termes de différenciation aujourd'hui, Accor n'en a pas par rapport à d'autres chaînes américaines ou étrangères. Et donc, effectivement, le travail qui a été fait suffit favorable. Si, ça les a sauvés de ne plus porter leur mur, parce qu'il faut regarder ce qui se passe dans la partie Hôtel Invest, qui est dans une situation absolument catastrophique. Mais voilà, il faut de la différenciation aujourd'hui. Et quand on disait que les leaders vont accroître leur leadership, vont accélérer leur part de marché, vont consolider leur marché avec du M&A, voilà, il faut être différenciant. Ouais. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois, messieurs, d'avoir participé au décryptage de la planète marché. Xavier de Buren, InnoCap Gestion, Étienne de Marsac, Sony AM et Xavier Patrolin, Albatros Capital, nous accompagnaient ce soir.